Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo et j'espère que vous allez bien. Si vous passez sur ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Maureen, je suis en train de passer l'agrégation de lettres classiques. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo en rapport avec les études de lettres classiques où je vous donne mes conseils pour vous améliorer en version. Cette vidéo va être divisée en deux parties. Donc une première partie avec mes conseils où je vais vous proposer des choses que vous pouvez faire avant, pendant et après la version pour vous améliorer, et ensuite je vais répondre à quelques questions un peu plus précises qui m'ont été posées. On commence tout de suite avec la première partie, avant, pendant et après la version. Tout d'abord, il fallait que je vous précise aussi que je vais parler de manière assez générale de la version grecque et latine. C'est des conseils que vous pourrez appliquer aux deux langues. Qu'est-ce qu'une version? Une version, c'est une traduction dans le sens langue étrangère, langue maternelle. Donc dans notre cas, on nous donne un texte en latin ou en grec ancien qu'on doit traduire en français. Les particularités de la version, c'est que c'est à la fois un exercice de précision et de vitesse. Je me suis dit qu'il fallait peut-être commencer par vous parler un peu de ce qu'on attend de nous en version, parce qu'en fait c'est un exercice qui est fait pour évaluer notre niveau. Je dirais les deux critères qui sont les plus importants dans l'exercice de la version, c'est la précision et la vitesse. Parce que on a un temps limité, donc au concours de l'ENS, en fonction de la spécialité que vous avez choisie, ça va être 4 heures ou 3 heures. Et après, en général, dans le supérieur, c'est 4 heures parce que c'est le modèle agrégation. Donc on a 2 heures, 3 heures, 4 heures pour traduire en entier un texte d'une longueur variable en fonction des professeurs, du niveau où vous en êtes, etc., etc. Il y a plein de facteurs qui font le choix du texte qu'on nous donne en version. Donc là, je vais vraiment donner des conseils très généraux. Je sais pas s'il y aura grand chose de révolutionnaire pour les gens qui sont déjà assez confirmés en version, quoi, qui en ont déjà fait beaucoup, et voilà. Mais si vous commencez à faire des versions ou que vous avez des difficultés en version, j'espère que cette vidéo sera utile en tout cas. Si vous avez plus de questions à la fin de la vidéo auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors pour commencer, je vais vous parler de ce que vous pouvez faire pour vous préparer à la version avant le moment fatidique où on est devant sa feuille, on a 4 heures et on traduit. J'ai fait une petite feuille avec des notes, donc je vais suivre un peu mes notes. Tous ces conseils là de comment préparer une version, en fait c'est des choses qu'il faut faire assez régulièrement pour vraiment progresser de manière constante. Le premier champ d'action que vous allez devoir attaquer, c'est le vocabulaire. En général, pour les versions écrites, on a le droit au dictionnaire. Donc voilà, le vocabulaire, si vous en connaissez aucun, vous pourrez vous débrouiller avec le dictionnaire. Mais le but d'apprendre du vocabulaire et d'en connaître le plus possible, c'est d'aller plus vite. Parce que comme je l'ai dit, la version, c'est un exercice de précision, c'est-à-dire qu'il faut montrer qu'on a très bien compris la structure des phrases, le sens des phrases, mais il faut aussi le faire vite parce qu'on a un temps limité. Vous n'avez pas besoin de connaître le Gaffio en entier ou le Bailly en entier, mais ça peut vraiment vous permettre de gagner en vitesse pendant les versions. Donc pour ça, il y a évidemment les manuels de vocabulaire. Là, ceux que j'ai, c'est les mots latins de Potvin qu'on nous a fait apprendre en entier en prépa. D'ailleurs, je crois que c'est une question qu'on m'avait posée. Combien de temps je consacre à l'apprentissage du vocabulaire? J'ai appris ça 2 fois en prépa. Bon, je me rappelle pas de tout, hein, mais on va dire que les mots qui sont là-dedans reviennent plus vite que ceux que j'ai pas appris. Donc voilà, quand j'étais en prépa, on avait 4 pages de ce manuel à apprendre toutes les semaines et on avait une interro tous les vendredis de vocabulaire de 10 minutes. Donc c'est assez militaire comme préparation, mais bon, au moins on retient au moins une partie du vocabulaire parce qu'en fait à l'oral, pour l'épreuve orale du concours de l'ENS, on n'avait pas droit au dictionnaire, donc il fallait qu'on connaisse du vocabulaire. Donc voilà, j'ai déjà appris ça. Maintenant j'apprends moins de vocabulaire. En fait le vocabulaire que j'apprends, c'est plus forcément du vocabulaire de base, même s'il faut le réviser et le réactiver de temps en temps. C'est surtout le vocabulaire des versions que je rencontre. Ça, c'est aussi du coup un autre conseil. C'est de reprendre le vocabulaire des versions que vous avez faites auparavant. Parce que apprendre le vocabulaire dans le texte, dans le contexte du sens du texte qu'on a traduit, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace, je trouve, parce que
justement on voit comment ces mots sont utilisés en contexte et aussi on retient mieux les constructions. Parce que par exemple les verbes, il suffit pas de connaître le sens en français du verbe, mais il faut aussi savoir comment il se construit. Est-ce que c'est un verbe qui est transitif ou intransitif, donc est-ce qu'il admet un complément d'objet ou non? Est-ce que c'est un verbe qui se construit avec l'infinitif ou avec une complétive, etc., etc., ou avec un participe même. Donc tout ça il faut le connaître et je pense qu'on le retient mieux quand on l'apprend à travers la traduction. Voilà, le vocabulaire soit dans des manuels, donc celui-là je l'ai pas présenté, c'est le vocabulaire du mot à la pensée grecque version abrégée. Alors ça c'est un manuel de vocabulaire par ordre thématique et ça par contre c'est dans l'ordre alphabétique. Je préfère personnellement les vocabulaires thématique parce que c'est plus facile d'apprendre des familles de mots que de les apprendre un peu dans l'ordre alphabétique, surtout qu'il y a vraiment des passages où il y a 10 verbes qui se ressemblent et on finit par les confondre un peu. Enfin, j'avais du mal à apprendre en fait ce cahier de vocabulaire comme ça à raison de 4 pages par semaine parce qu'il y avait des mots qui se ressemblaient et on finissait un peu parfois par tout mélanger. Donc la version thématique est peut-être un peu plus efficace, mais voilà, le mieux c'est encore d'apprendre le vocabulaire des versions qu'on a faites avant. La deuxième catégorie de révision qu'il faut faire pour s'entraîner à la version, c'est les révisions grammaticales. Donc il faut revenir sur la grammaire, que ce soit la morphologie, c'est-à-dire comment se déclinent, se conjuguent les noms, adjectifs, verbes, etc., etc. Et la partie syntaxe, c'est-à-dire comment se construit une phrase. Le mieux, c'est d'avoir une grammaire. Alors là, j'ai sorti que la grammaire latine. Il en existe aussi des grammaires grecques. Si vous voulez plus de détails sur les outils que vous pouvez utiliser pour toutes ces révisions, j'ai une vidéo que je mettrai, je crois que c'est de ce côté ou de ce côté, je sais jamais, de l'écran. Mais je mets une fiche et vous pourrez cliquer dessus si jamais ça vous intéresse d'avoir des recommandations de manuels. Et le mieux pour retenir la grammaire, ou du moins la syntaxe, c'est d'apprendre les exemples. Et en fait, cette grammaire, elle a un répertoire alphabétique des exemples. Donc ça, c'est super cool parce qu'il y a vraiment des choses qu'on apprend et qui nous reviennent, bon, surtout pour le thème, mais aussi pour la version quand même. Quand on a appris l'exemple par cœur, par exemple mi colendaes virtus, je dois cultiver le courage, la vertu. C'est l'exemple de l'adjectif verbal d'obligation. Et donc en retenant ça, on sait que la personne qui doit faire la chose est au datif, qu'on accorde l'adjectif verbal avec le sujet, etc., etc. Après il y a aussi par exemple Cicerone consule, qui est l'exemple de l'ablatif absolu sans verbe exprimé. Donc là le verbe sous-entendu c'est essayer, être. Cicerone consule, ça veut dire Cicéron étant consul, donc sous le consulat de Cicéron, ça donne une date. Donc voilà, ça c'est des exemples comme ça qui nous permettent, quand on les connaît par cœur, de retrouver assez vite la règle grammaticale qui va avec. Pour la morphologie, il n'y a pas de secret, ça s'apprend par cœur, qui marche quand même assez bien. Là j'ai commencé à faire ça maintenant avec une de mes colocs qui est très gentille, elle m'interroge. C'est de réviser ça à plusieurs et de s'interroger ou de se faire des flashcards aussi, ça marche pas mal, j'en ai là sur mon bureau que j'ai faite. Mais c'est encore mieux quand on a quelqu'un qui nous interroge parce que ça va plus vite. On est obligé d'aller du tac au tac et on peut pas retourner la carte. Mais voilà, d'avoir quelqu'un qui vous demande par exemple en grec, allez, le verbe être au futur de l'indicatif troisième personne du singulier, estai par exemple. Voilà, d'avoir quelqu'un qui vous demande comme ça les formes, d'en faire un exercice de vitesse, ça peut être un jeu aussi, donc ça peut permettre d'apprendre de manière un peu plus amusante. Si vous êtes plusieurs en lettres classiques, vous pouvez faire ça sur le mode un peu de qui veut gagner des millions ou question pour un champion, quoi, celui qui va le plus vite a le point ou je sais pas. En fait, c'est à force d'être confronté aux formes qu'on les retient, en reprenant ces versions et en faisant aussi la troisième chose qu'il faut faire assez régulièrement pour progresser en grec et en latin, c'est du petit grec ou du petit latin, c'est-à-dire prendre l'un à côté de l'autre un texte dans la langue ancienne et sa traduction en français, de regarder d'abord le texte en grec ou en latin, d'essayer de comprendre la structure de la phrase de manière assez rapide, hein, ça doit pas prendre 10 ans, mais de regarder un peu la structure de la phrase, même si on connaît pas tout le vocabulaire, et ensuite de comparer ce qu'on a trouvé avec la traduction et de reprendre dans l'autre sens. Ça c'est un exercice qui permet de se familiariser avec la morphologie, la syntaxe, le vocabulaire, tout, donc c'est ce qu'il y a de plus complet. C'est vrai que moi perso j'étais un peu un cancre parce que j'en ai pas fait énormément au début, là je commence à en faire pas mal, enfin de toute façon pas le choix pour la grecque. Pendant la prépa j'avais pas forcément le temps et je pense que j'aurais progressé beaucoup plus vite si j'avais fait ça plus tôt. Donc voilà, même si c'est 3 phrases tous les 2 jours,
d'en faire un petit peu régulièrement, comme ça permet de rester on top of the game, enfin de pas oublier ce qu'on a déjà appris, de se rendre les formes et les structures des langues anciennes plus habituelles, plus familières. En fait c'est l'équivalent du conseil regarder une série dans la langue en question pour les langues vivantes. Donc pour ça vous pouvez prendre un budget de poche, franchement un peu n'importe lequel. Il y a des niveaux de difficulté chez les auteurs, hein, c'est toujours pareil. Si vous êtes en L1, je vous conseille pas forcément de commencer avec du Hérodote ou du Démosthène pour le grec, ou alors pour le latin de commencer avec ouais, peut-être pas Suétone et Lucrèce quoi, pour commencer en latin. Ça c'est des niveaux un peu plus avancés. Pour les débutants je vous conseille plutôt de prendre en latin du Cicéron, même si il faut être précis quand on construit du Cicéron parce que lui il construit ses phrases de manière très carrée, mais en général voilà c'est pas infaisable. Cicéron, Pline le Jeune, et puis qu'est-ce que vous pourriez encore lire, peut-être un peu de César, et puis si vous butez sur une phrase c'est pas grave, vous passez à autre chose, c'est juste pour faire du petit latin, donc si il y a quelque chose de vraiment trop difficile, vous demandez à votre prof si vraiment vous avez envie de décoder la phrase, mais sinon vous passez à la phrase suivante et voilà. Et après en grec, je dirais Isocrate, Xénophon, et puis un peu d'Aristophane peut-être pour un peu de vers. Bon, j'arrête mon laïus sur le petit latin et le petit grec. Je voulais aussi dire que vous n'avez pas forcément besoin d'acheter un volume pour faire du petit latin ou du petit grec, parce que vous avez sur internet, alors pas des BD mais des lubs si vous êtes fort en anglais. Il y a tous les lubs en version numérique. Il faut que votre bibliothèque y ait accès par contre, parce que c'est pas gratuit. Sinon il y a des sites comme par exemple le site de Philippe Remacle dont j'ai déjà parlé, qui propose pour certains textes une page aussi bilingue avec d'un côté le texte grec ou latin et de l'autre une traduction. Pour faire du petit latin et du petit grec ça va très bien, mais c'est des traductions un peu anciennes qui sont un petit peu dans la licence poétique et tout ça, donc elles sont pas très précises, mais juste pour vérifier si on a compris le sens général de la phrase, ça suffit. Maintenant on en vient à pendant la version. Vous êtes face à votre texte, vous avez vos 4 heures, par quoi on commence? Alors la première chose à faire, c'est de bien lire, s'il y en a un, le chapeau, parce que ça va vous donner des indications de contexte. Donc en général, il y a 2 ou 3 lignes au-dessus du texte qui vous donnent des informations sur les personnages dont parle l'extrait, les circonstances politiques, militaires, ça dépend du texte quoi, mais théâtrales, etc. qui entourent le texte. Et donc ça va vous éviter de faire des contresens. Il faut vraiment prendre même limite 1 minute pour le lire 3-4 fois, être sûr d'avoir bien compris qui fait quoi, qu'est-ce qu'on vous dit, quelles informations ça peut vous donner. Des fois ça peut même donner des informations de vocabulaire, comment traduire certaines choses. Par exemple, là on avait une version, en grec on avait une version de Polybe, et il y avait un mot qui revenait souvent, c'était le mot-clé de la version, c'était politeia. Mais politeia en grec ça peut être beaucoup de choses, ça peut être le régime politique, ça peut être le gouvernement, ça peut être la constitution, etc. etc. Et en fait le chapeau nous disait que Polybe posait la question en fait de qu'est-ce qui fait la grandeur d'une cité, les hommes importants de cette cité et leurs différentes qualités, ou est-ce que c'est le genre de constitution entre démocratie, royauté, etc. qu'ont les cités en question. Donc là il fallait traduire politeia par constitution et c'était le chapeau qui nous le disait. Ensuite la deuxième chose à faire, une fois qu'on est sûr d'avoir bien compris le chapeau, c'est de lire le texte latin ou grec en entier 1, 2, 3 fois. Après c'est vous qui voyez ça, comment vous êtes le plus à l'aise. Je conseille quand même de lire au moins 2 fois. On a l'impression de perdre du temps parce qu'on se dit qu'on comprend rien et que ça sert à rien de juste le lire comme ça, au début surtout, mais en fait ça permet de repérer le vocabulaire, les grands thèmes du texte, de quoi on va parler, même de manière très générale, hein. Mais ça permet de voir déjà les grands thèmes du texte, et ça permet aussi de dégager un peu la structure générale, de pouvoir se faire une idée de où on va. Vous pouvez repérer déjà à la première lecture si à un moment ou à un autre on a du discours direct. Est-ce qu'on a des guillemets qui s'ouvrent? Est-ce que du coup on a un personnage qui parle? Donc si on remarque ça, il faudra qu'on repère qui parle, à qui, et qu'est-ce qu'ils disent, mais du coup on voit déjà qu'il y a du discours direct. Ça permet aussi de repérer s'il y a des énormes enjambements horribles, surtout en poésie. Là on avait ça chez Lucrèce l'autre fois.
où en fait on avait une phrase qui commençait au vers 1 ou 2, je sais plus, et en fait la phrase se finissait au vers 15. Parce que entre les deux, on avait un grand passage au discours direct, qui était une prosopopée de la nature, et en fait il fallait savoir que la phrase se terminait genre 12 vers plus loin. Et ça, on peut pas le savoir à l'avance si on n'a pas lu tout le texte en entier. Donc c'est vraiment quand même important, même si ça fait peur et que c'est une manière un peu intimidante de se plonger dans le texte. Moi, à chaque fois que je commence par lire mon texte, je me dis « oulala, j'ai rien compris ». Ça fait un peu peur, mais ça permet quand même de commencer à mettre des briques dans l'ordre, dans notre tête, avant d'entrer dans le texte et dans le détail du texte. Troisième étape, une fois qu'on a lu le chapeau, notre texte, on va commencer à décortiquer les phrases. Deux écoles pour ça. Il y a ceux qui analysent la structure de toutes les phrases du texte avant de traduire. Et il y a celles et ceux comme moi qui au contraire font phrase par phrase. Alors je vais vous prendre un exemple, je me mets au bureau et je vous montre tout de suite comment je fais sur une phrase en latin. Là on a une phrase d'un texte de Cornelius Nepos, donc c'est une phrase assez longue, mais on va la décortiquer ensemble et comme ça vous verrez comment on s'y prend mot par mot pour construire et traduire la phrase. Alors la première chose c'est de repérer les verbes. Moi en général je les surligne en vert, mais vous choisissez la couleur qui vous convient. Quand on lit la phrase, le premier verbe c'est dubito, donc on est au présent de l'indicatif à la première du singulier. Ensuite, juste à côté, on a l'infinitif futur du verbe essayer, forer. On sait que le verbe dubito qui signifie douter, il se construit avec l'infinitif, donc on va avoir une proposition complétive, une proposition infinitive qui vient compléter le verbe dubito. Ensuite, le verbe suivant, c'est judicent, donc là on est au futur de l'indicatif de la troisième personne du singulier. Ensuite on a legent, donc toujours pareil, futur indicatif troisième du singulier. Ensuite on a dokuerit, donc dokuerit c'est le subjonctif parfait troisième du singulier. Avant on était à la troisième du pluriel, pardon, je me suis trompée. Donc là on est à la troisième du singulier, subjonctif parfait. Ensuite il nous reste commemorari, qui est un infinitif passif, alors présent, sauf que je crois que commémore, on vérifie dans le bailli quand c'est comme ça, mais il me semble que c'est un déponent. Non, j'ai rien dit, c'est commémoro. Donc on est au passif. Ensuite, on a les infinitifs parfaits, saltacé et cantacé. Donc ça, c'est des infinitifs parfaits actifs. Voilà, les deux là. Ok, une fois qu'on a nos verbes, on cherche la construction de la phrase. Donc on a déjà repéré notre proposition infinitive là. Ensuite on a une relative là. Qui. Donc qui c'est du nominatif qui va aller avec pléros. Ensuite on a le cum. Donc ici comme on est avec l'indicatif, ça va être un cum qui signifie quand. Là après on a un indicatif. Ensuite, on a quis, qui commence une relative, dont le verbe est dokuerit, donc c'est une relative au subjonctif. Ensuite, on a commemorari, donc c'est un infinitif. Saltacé, des infinitifs qui vont avec commemorari, si je ne me trompe pas. Oui. Ok, donc une fois qu'on a la structure de notre phrase, donc là on a dit qu'on avait une relative. Donc là ce qui est un peu difficile dans cette phrase, c'est qu'on a deux constructions du verbe lego. Donc on a lego
avec une relative. Et on a l'ego avec un infinitif. Mais on peut comprendre que ces deux, que docuerit et commemorari sont deux verbes qui vont compléter l'ego parce qu'ils sont coordonnés par out. Donc voilà, là on a la construction de notre phrase. Maintenant on cherche les mots dans le vocabulaire et on traduit. Non dubito, je ne doute pas. Fore plerosque, qu'ils seront aussi nombreux. Attique, atticus. Qui, ce qui. Judicent, jugeront. Hoc genus scripturae, ce genre d'écriture, ce genre d'écrit, oui, ce genre d'écrit. Lewe, léger. Et non satis dignum, et pas assez digne. Personis, des rôles. Summorum virorum, de si grands hommes. Cum, lorsque. Ils liront legent relatum, le récit. Quand ils liront relatum essai, qu'est raconté, quis, qui, docuerit, a enseigné, musicam epimanondam, la musique à Epaminondas, et ineius virtutibus, parmi ses talents, commemorari, être rappelé, qu'ils verront être rappelés, saltasse eum commode, qu'ils dansaient correctement, assez bien, scientierque tibis cantasse, et qu'ils jouaient de la flûte, scienter, habilement. Donc voilà, une fois que vous avez bien décortiqué votre phrase, que vous avez cherché votre vocabulaire, ce qu'il faut faire, c'est passer du latin ou du grec au français. Ça peut aussi être un passage difficile. La version, c'est autant un exercice de latin ou de grec que de français. Parce qu'on nous demande de rendre un texte qui fait sens en français, qui quand même rend justice et le plus possible proche grammaticalement, syntaxiquement, et au niveau du sens, bien sûr, obligé, du texte latin ou grec. Mais il faut pour cela avoir une bonne maîtrise du français. La règle, c'est quand même de coller le plus possible au texte. Même si c'est un peu maladroit en français, il vaut mieux quelque chose de maladroit en français que quelque chose d'élégant, mais où on perd par exemple un passif, où on inverse le sujet et l'attribut, je sais pas, ce genre de choses. Pour que ça devienne élégant, c'est un jeu de trouver des synonymes et des expressions françaises. C'est vrai que c'est le moment le plus délicat où on se casse la tête pour trouver des synonymes qui fonctionnent, pour être en même temps le plus proche de la phrase possible et en même temps rendre quelque chose de correct et de joli en français. Donc voilà, c'est vraiment un calvaire, mais voilà, là, tout ce qu'on peut faire, c'est lire, surtout lire des classiques pour avoir une langue assez soutenue qui se rapproche un peu de ce qu'on trouve en latin. Bien connaître sa grammaire française aussi. Donc ça, c'est un peu toutes les étapes de la traduction. Je voulais aussi revenir rapidement sur les difficultés qu'on peut rencontrer en version. La première, c'est de ne pas trouver un mot dans le dictionnaire. Normalement, tout est dans le dictionnaire, il faut savoir comment chercher. Alors ça peut être aussi toute une autre vidéo, comment chercher dans le Gaffio et dans le bailli. Je sais pas, ça peut être des formes qui apparaissent que en poésie. On peut avoir parfois dans un texte qui veut se donner un souffle épique, que ce soit un texte de théâtre ou un texte d'histoire aussi parfois, de reprendre des formes homériques, donc archaïques de certains mots, qui sont pas les plus courantes dans la littérature grecque et du coup elles vont pas être données telles quelles dans le bailli. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est être capable de les identifier. Donc ça se fait grâce au vocabulaire. Il y a moyen de fouiller dans bailli pour trouver, mais en général c'est vrai que ça peut être assez difficile. En fait, dans le bailli et dans le Gaffio, on peut tout trouver à peu près, mais c'est des labyrinthes. Il faut déjà connaître assez bien la langue pour pouvoir identifier ce genre de mots, et puis se tromper là-dessus, c'est pas si grave parce que les erreurs que tout le monde fait coûtent toujours moins cher que les erreurs que personne n'a fait. Si on bute sur un mot, on essaye de le chercher 2 minutes, 3 minutes, mais encore une fois, la version c'est une épreuve de vitesse, donc si on trouve pas, on laisse tomber, on continue et soit on revient dessus plus tard si on a le temps, soit on essaye de deviner, d'induire du sens général du texte de la phrase le sens du mot. Et voilà, il faut par contre toujours tout traduire, il ne faut pas laisser un blanc dans le texte parce que c'est les fautes qui coûtent le plus cher, les omissions.
Donc il vaut mieux mettre un mot faux et avoir un faux sens. Il vaut mieux toujours trouver une traduction même si elle est bancale, même si c'est pas celle qu'on aurait, mais il faut quand même traduire. Une autre difficulté de la version, c'est d'avoir le temps de finir et de se relire. Moi j'ai beaucoup de mal avec la relecture parce que en général, surtout les versions d'agrégation qui sont très longues, on est dans le rush et si on arrive à finir c'est déjà bien. Et en vrai ce qui fait gagner du temps en version, c'est de connaître à l'avance du vocabulaire parce que justement on perd pas autant de temps dans le dictionnaire. Donc il y a des mots comme ça qui sont... En gros, tous les mots qui sont dans la grammaire, les relatifs, les pronoms adjectifs interrogatifs, les démonstratifs, les pronoms de rappel, les verbes irréguliers, les conjonctions, etc., etc. Tout ça, il faut connaître par cœur. Tout ça, c'est des mots qu'il faut bien connaître pour ne pas avoir à les chercher dans le dictionnaire, surtout qu'en général, c'est des articles à rallonge qui font perdre beaucoup de temps. Soit très bien les connaître, soit avoir très légèrement au crayon de papier ou avec un surligneur gris très clair, surligner les endroits importants de tel ou tel article qui, où on sait qu'on retourne toujours. Parce que par exemple, imaginons, je sais pas, vous avez un gros blocage sur Coum, je sais pas, vous arrivez jamais à vous souvenir que veut dire Coum avec tel mode ou avec tel cas, etc. Bon bah tant pis, vous savez que vous y arrivez pas, du coup vous annotez un minimum, mais vraiment pas beaucoup, faut pas écrire, souligner ou surligner très légèrement les endroits où vous savez que vous avez besoin de chercher quand vous ouvrez votre dictionnaire. Ça vous fait aussi gagner du temps quand vous êtes dans le dictionnaire au moment de la version, mais le mieux c'est encore de les connaître. Donc voilà, pour gagner du temps c'est un peu la seule chose possible, surtout quand on est face à des textes difficiles où on a du mal, on se casse la tête sur la structure de la phrase, etc. etc. Là, faut juste se dépêcher et passer à la phrase suivante si on bloque. Si ça fait 10 minutes qu'on est sur la même phrase et qu'elle fait une ligne, tant pis, on passe à autre chose. On passe à la suite et on reviendra à la fin. Elle sera bancale, mais au moins on aura eu le temps de finir. Donc voilà, il y a des sacrifices à faire. C'est à chaque fois des choix stratégiques et c'est comme ça. Pareil, si on comprend pas une structure. En fait, quand on décortique les phrases, on fait des hypothèses. Parce que parfois, il y a des mots qui peuvent être à plusieurs cas. Par exemple, si on a... Allez, si on a quae, le relatif quae, ça peut être du féminin nominatif singulier ou ça peut être du neutre pluriel au nominatif. Il faut faire une hypothèse et on vérifie son hypothèse. Donc est-ce que c'est possible que ce soit du féminin? On regarde si dans la principale il y a un nom féminin avec lequel peut s'accorder le relatif. Si c'est pas le cas, peut-être qu'il y a un nom neutre avec lequel peut s'accorder le relatif. S'il n'y en a pas, quae, ça peut aussi être les choses qui, ou que d'ailleurs. Ça peut aussi être du neutre pluriel accusatif. Donc ça peut être aussi ea quae, les choses que, les choses qui. Il faut faire des hypothèses et si notre hypothèse elle marche pas, tant pis, on démolit et on recommence, on prend une autre hypothèse, on vérifie une autre hypothèse. C'est comme genre quand on fait un Rubik's Cube, des fois il faut déconstruire ce qu'on vient de faire pour pouvoir faire avancer le puzzle. Parce que la version au final c'est vraiment un puzzle, c'est un jeu, c'est un code qu'il faut décoder. Enfin, on passe à la partie qu'est-ce que je peux faire après la version pour continuer de progresser. Une fois que vous avez rendu votre version, qu'une semaine s'est écoulée, que vous allez arriver en cours pour le corriger, je recommande de relire avant le cours où vous allez corriger votre version, le texte latin ou grec et potentiellement votre brouillon pour vous rappeler qu'est-ce que vous n'avez pas compris, quel point était un peu bancal, où est-ce que vous étiez pas trop sûr de votre traduction, quel mot vous aviez pas trouvé dans le dictionnaire et tout, parce que du coup vous serez plus efficace aussi pendant la correction et vous vous souviendrez mieux des erreurs que vous avez faites et de leur correction. Ensuite, ce que je vous recommande aussi, c'est de choisir un code couleur. Donc par exemple, vous prenez un surligneur vert pour les fautes de construction, vous prenez un surligneur jaune pour les fautes de temps et vous surlignez dans la couleur attribuée à chaque type de faute les fautes que vous avez faites. Ça vous permet de visualiser un peu mieux votre copie, d'aussi voir quel est ce que vous devez le plus réviser. Troisième étape de correction, une fois qu'on a repris et fait la liste de ses erreurs, c'est si le prof en fait un, mais en général ils le font, un corrigé détaillé, une traduction correcte du texte que vous avez traduit en version, c'est de reprendre
le texte latin avec le corrigé en petit latin ou en petit grec. J'ai dit latin avant mais c'est pareil pour le grec. Parce que de 1 ça vous fait faire du petit latin et du petit grec. Et de 2 ça vous permet de réactiver encore une fois les différents points de grammaire, de vocabulaire, etc. que vous avez vu dans le texte. Tout ce que vous faites après la version, c'est de faire les mêmes révisions mais de plein de manières différentes pour juste mieux mémoriser ce dont il faut se souvenir et ce sur quoi vous êtes trompé. Je recommande aussi du coup ce que je vous ai déjà dit avant, ficher et apprendre le vocabulaire particulier de la version parce qu'on retient toujours mieux quand c'est dans le contexte d'un texte précis. Voilà, alors je vais finir cette vidéo en répondant aux quelques questions que vous m'avez posées. Donc la première c'était que faire quand on bute sur un mot, je crois que j'ai à peu près répondu, j'espère que c'était clair et que ça vous a aidé. Quels outils conseilles-tu? Encore une fois, allez voir la vidéo que j'ai faite, c'était en début d'année je crois, à la fin des vacances scolaires de cet été, où je détaille un peu tout ça. Ensuite on m'a demandé est-ce que je faisais du thème avant l'agrég et est-ce que ça aide pour la version? Donc très bonne question. Avant l'agrégation j'ai fait du thème en prépa, en carré et en cube. Donc 2 ans de thème, mais c'était des thèmes très courts qu'on devait faire pour le concours de l'ENS. En fait notre épreuve à l'ENS en lettres classiques de latin, elle consiste en une version pas trop longue parce que en fait on a 5 heures pour faire une version et un court thème. Donc le thème en général c'est 5 lignes, 4, 5, 6 lignes en fonction de la difficulté du texte et 12 lignes de version, quelque chose comme ça, entre 12 et 15 lignes s'ils sont fous, de version. Donc oui, j'avais un peu de thème avant l'agrég et oui, je trouve que le thème ça aide pour la version. Même pas besoin de faire des thèmes difficiles en fait, mais pour réviser sa morpho déjà, parce que ça nous force à conjuguer et tout, à tous les temps, toutes les personnes. Ça vous fait réviser la grammaire, ça vous fait réviser le vocabulaire, ça vous fait réviser la morphologie. Je pense que c'est un bon exercice, même en faisant des choses très très simples. J'ai vraiment eu l'impression de progresser en version quand j'ai commencé à faire du thème, ouais. On m'a aussi demandé à quel point les versions d'agrég sont plus dures que les versions de prépa ou de master. Alors en master, on nous donnait pas mal déjà des versions d'agrég, mais plus courtes. En fait la grosse différence je dirais c'est surtout la longueur. Le pire c'était la version d'Horace de la semaine dernière, je sais pas où elle est mais on avait 50 vers je crois, c'était tellement long. Mais après au niveau de la difficulté, on peut avoir différents niveaux. On a eu des textes pas trop durs et on a eu des textes très très durs. Je sais pas, par exemple on a eu un texte d'Hémosthène qui était horrible en grec et on a eu un texte d'Isocrate qui était plus facile, ou d'Aristophane. Ça dépend des versions, mais je crois que le plus dur c'est vraiment la longueur, parce que la première version qu'on a faite cette année, la version d'Isocrate, elle est longue comme ça, alors qu'en prépa, en 4 heures, on vous ferait faire ça peut-être. Donc on rajoute bien 6-7 lignes et ça fait une grosse différence. Et enfin on m'a demandé si j'avais des manuels, des sites internet, etc. que je pouvais recommander en particulier pour la version. Alors pour les versions que vous faites à la maison ou le petit grec ou ce genre de choses, il y a un site qui est très pratique, je sais plus si... je pense que j'en avais parlé quand même dans ma vidéo sur les outils. Mais si c'est pas le cas, j'en parle maintenant. Parce que justement, quand on est face à ces formes sur lesquelles on bute et qu'on n'arrive pas à identifier, ça permet de débloquer les choses. Ce site c'est Eulexis, c'est un lématisateur en fait, dans lequel on rentre une forme quelle qu'elle soit, d'un verbe, d'un nom, d'un adjectif, de tout et n'importe quoi. Donc on lui donne la forme qu'on a dans le texte et il nous dit la forme qu'on va trouver dans le dictionnaire. Ça permet d'aller plus vite pour les versions maison, en tout cas quand on bute sur un mot ça nous débloque. Donc on peut pas l'utiliser quand on est en version sur table. Ça permet d'aller un peu plus vite à la maison. En latin, il existe la même... pas exactement la même chose. Il y a un autre site qui s'appelle Cactus 2000 qui en fait vous donne les déclinaisons complètes et les conjugaisons complètes des noms, des adjectifs, etc., des différents mots. Et ça aussi, ça permet du coup de retrouver plus facilement telle ou telle conjugaison, etc. Je sais pas si vous avez Amabitour, je ne sais quoi d'autre, Amatae Sunt, bref, quoi que ce soit, et ben ça vous donne le verbe qui va avec et ça vous dit à quel temps c'est, etc. Mais c'est pas exactement un lématisateur parce que il faut chercher dans la conjugaison ou la déclinaison complète quel cas, quel genre on a.
Mais voilà, c'est aussi un site assez pratique. Donc voilà, je dirais les deux là, et puis comme dit, le site de Remacle et le site de Lub qui vous met en regard la traduction et le texte grec ou latin. En tout cas, j'espère avoir répondu à vos questions, que cette vidéo va vous aider. Je vais faire à partir de cette vidéo un article sur le blog qui récapitule tout, je mets le lien dans la description. Comme ça, vous n'avez pas besoin de réécouter toute la vidéo quand vous voudrez. Voilà, avoir de nouveau accès à ces conseils et tout, je mets tout sur le blog. Ça vous fait une espèce de fiche. J'espère vous avoir aidé. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un commentaire. Ça me fait plaisir. Si vous avez des questions, en tout cas, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.